Bonjour tout le monde. Honnêtement, je ne sais pas comment ça va fonctionner aujourd'hui. Nous sommes au Forum mondial qui se tient de façon virtuelle puis présentielle. C'est le forum du G7 qui se tient au Mexique. Mais évidemment, dans cette session et beaucoup d'autres sessions, ben, on est des personnes qui sont partout dans le monde. On est dans la session financer la transition écologique et sociale de les entreprises d'économie sociale et solidaire. Mais en fait, c'est un dialogue entre les différents réseaux de la finance sociale et solidaire. Ce matin ou cet après-midi pour certains, ou ce soir pour d'autres, parce qu'on a du monde qui sont à Séoul au moment où on se parle, ben, ce matin pour nous, ben, il y a Pauline Boineau qui est la coordonnatrice de Inès, je vais laisser le temps de se présenter tout à l'heure. Mohamed Atanda, qui est directeur général du réseau Maine en Afrique. Encore une fois, je laisserai présenter tantôt. Jason Nardi, qui est coordonnateur de RIPES, il va avoir l'opportunité de présenter. Ahmed Benboussid, qui est de Micro-Entreprendre, c'est un réseau de microcrédit au Québec. On aura l'opportunité de l'écouter. Et la dernière, et pas la moindre, Eva Cantele, qui est la secrétaire générale du ESS Forum International, déléguée générale qui, elle, se trouve aujourd'hui en Colombie puis qui va venir nous rejoindre tantôt. Cette session, comme plusieurs ou toutes les autres sessions qui se tiennent au niveau du GICEF, pour des questions évidemment de logistique, elle va être présentée au niveau de Facebook Live, puis aussi sera enregistrée et être accessible par les différents canaux, notamment celui d'Inès, puis celui du GICEF. Donc, sans plus tarder, je fais une introduction, puis après ça, je laisserai présenter chacun des panélistes. Donc, comme vous le savez, on est encore en pleine pandémie. Certains sont plus sortis que d'autres, mais encore une fois, on ne sait pas vers où est-ce qu'on s'en va là-dessus. Ce qu'on sait par contre, qu'en Amérique du Nord, ou dans notre cas au Québec, on est, je dirais, plus vers la fin de ce qu'on appelle la quatrième vague. Donc, espérons qu'il n'y a pas un cinquième, mais pour essayer de trouver au moins quelques peu de normalité qu'on peut avoir. Donc, cette crise sanitaire va affecter tout le monde, donc tant le nord comme le sud, mais au moins il y aurait eu un impact, si on peut trouver des éléments positifs, c'est la mise en évidence de l'urgence de la transition écologique et sociale. Dans ce contexte, nous, les organisations, les réseaux ou des secteurs d'économie sociale, on doit aussi tenir compte de ces changements climatiques afin de supporter ou mieux supporter les entreprises qui sont issues de l'économie sociale et solidaire pour réduire l'impact. Également, cette, comment dirais-je, cette COVID-là, cette maladie, on a vu qu'il y a eu des impacts majeurs au niveau de certaines populations. Dans certains pays, il y en avait un cheminement vers une diminution des inégalités, mais à cause de la pandémie, à cause que peut-être dans les échanges, on verra, certains pays, à cause de notamment parce que ce n'est pas le seul élément, de taux d'informalité qu'il peut y avoir dans le pays, bien évidemment, les personnes qui travaillent ou qui vivent de ce travail informel, bien, ont vu réduire ou ne pas avoir les revenus qui pouvaient les aider à se maintenir. Dans ces cas-là, ben, les taux de pauvreté et dans d'autres cas, les taux de chômage a considérablement augmenté partout dans le monde, évidemment certaines régions plus que d'autres. Jusqu'à tout dernièrement, ben, on parlait beaucoup de transition écologique. C'est bon ou c'est bien, il faut s'occuper de l'environnement. Cependant, il faut s'occuper de cette transition aussi sociale.
Pourquoi? Pour travailler à la réduction de la pauvreté et du chômage. C'est dans cet esprit-là que nous faisons aujourd'hui cet échange avec des têtes de pont des différents réseaux. Donc, pour commencer la session, je vais demander peut-être mon écran en haut à droite, Ahmed, si tu peux nous présenter les réseaux micro-entrepreneurs. Également, je tiens à saluer l'arrivée d'Eva Cantele de ESS Forum International qui nous accompagne depuis la Colombie. Bonjour Eva. Bonjour, bonjour à tous et à toutes. Désolée pour le retard. On commence alors. Allons-y, Ahmed. Merci beaucoup, Milder. Bonjour à tout le monde. Merci pour l'invitation. Voilà, donc je vais prendre quelques minutes rapidement parce qu'on n'a pas beaucoup de temps pour présenter les organisations, mais très rapidement, j'ai quelques slides pour vous parler un peu du réseau micro-entreprendre au Québec. Alors, je vais faire une petite… Je ne sais pas si on pourra les projeter, Pauline. De mon côté, est-ce que je peux? Normalement, oui, tu peux. Essaye. Si ça ne marche pas, je vais… OK, parfait. Oui, ça marche. C'est bon, ça marche? Oui. Excellent. Donc, voilà. Alors, le réseau micro-entreprendre, donc nous sommes au Québec, nous sommes le réseau québécois du microcrédit, mais microcrédit dans sa dimension entrepreneuriale. Donc, nous, au niveau du réseau, c'est vraiment travailler sur la promotion de développement de l'approche des microcrédits et permettre, avec une approche d'inclusion, donc vraiment permettre à des entrepreneurs, à des travailleurs autonomes, à des personnes qui ont des idées d'activités génératrices de revenus, qui pourraient ne pas avoir la possibilité d'avoir du financement ailleurs, notamment dans le système conventionnel, de pouvoir avoir l'accès à ce financement-là, mais également, je dirais surtout, c'est très important pour nous, d'être accompagné tout au long de son projet. Donc, très, très brièvement, c'est ce qu'on fait au quotidien. Plus précisément, ce que nous offrons, c'est donc de l'accompagnement de proximité, donc vraiment travailler avec les entrepreneurs, avec les porteurs de projets, de petits projets dans leur territoire, dans leur communauté, permettre un accès souple à du financement avec, comme je disais, une approche, une philosophie d'inclusion. Et évidemment, vraiment notre fourchette de prix, c'est moins de 20 000 $. Mais je rappelle très simplement un chiffre, c'est qu'au Québec, 25% des entreprises démarrent avec moins de 5 000 $. Pardon, 48% démarrent avec moins de 5 000 $ et 25% démarrent avec moins de 20 000 $. Donc, c'est quand même une bonne proportion. Notre déploiement, nous sommes déployés au Québec. En fait, ce n'est pas 17 régions. C'est depuis la semaine dernière, on est à 18 organisations. Donc, nous couvrons 15 régions à travers le Québec et nous sommes en train de travailler pour couvrir l'ensemble du Québec d'ici le mois de mars prochain. Très brièvement, je n'irai pas dans tous les détails, donc il y a quand même au niveau de résultats quantitatifs, donc on parle de création d'emplois, on parle de nombre d'entreprises accompagnées, le nombre de prêts accordés et tout ça, donc je n'irai pas dans les détails, mais il y a des aspects quantitatifs des résultats dont on est très fier. Par rapport au profil socio-économique des personnes qu'on accompagne, j'attire votre attention tout simplement, et ça se rejoint à l'aspect inclusion. Les gens il y a quasiment plus que la moitié qui ont des revenus de moins de 20 000 $ de revenus. Donc au Québec, moins de 20 000 $, c'est de faibles revenus. Donc ça, pour nous, c'est important. Évidemment, une bonne proportion de femmes, 53%. Donc ça rejoint un petit peu la philosophie de microcrédit. Je n'irai pas dans tous les détails par rapport aux impacts. Nous, le travail qu'on a commencé à faire, c'est vraiment de regarder par rapport à notre impact, de déployer aux 3 niveaux, micro, méso et macro, pour vous dire qu'on n'est pas arrivé vraiment à documenter notre impact réellement. Nous sommes là-dedans, là justement, on va démarrer une étude d'impact très prochainement, mais c'est quelque chose sur lequel on est en train de s'exercer pour pouvoir être en mesure de démontrer notre impact et définir le périmètre de cet impact-là et de développer une méthodologie qui nous permet de dire notre impact
aux 3 niveaux. Voilà, par exemple, où est-ce que l'on est pour les, admettons, pour les 5 dernières années, et nous permettre aussi de faire de monitoring pour les années à venir, notamment l'impact au niveau des individus et l'impact au niveau des collectivités. Voilà, donc c'est très rapidement, c'est ce qu'on fait. Au niveau des ressources, il y a à peu près une 60aine de conseillers déployés dans les 18 organisations et on est en train de compléter la couverture du Québec. Merci Ahmed. Peut-être j'irai maintenant M. Atanda du réseau Maine. Mohamed Atanda. Merci Milder. Allez-y. OK. Un instant, je vais partager ma présentation. Ça va, Mohamed? Oui, ça va. Un instant. Ouais, mon écran. Oui, c'est on bien. voit. OK. Donc, merci pour avoir donné la chance au réseau Maine de participer ou de partager son expérience au cours de cette réunion. Alors, une présentation du réseau. Le réseau Maine, Maine qui veut dire Microfinance African Institution Network, c'est une association internationale à but non lucratif qui a été créée depuis 1995 à l'initiative de plusieurs institutions dont la CIDI, la Centenary Bank en Ouganda, l'IDH en Mauritanie, la FIDI en Côte d'Ivoire et la CIPEM au Madagascar. Au 30 septembre 2021, aujourd'hui, nous comptons 115 membres dans 27 pays, surtout le continent africain et quelques pays en Europe. Les institutions du réseau touchent aujourd'hui 14 millions de bénéficiaires finaux. Le membership du réseau est très diversifié. Nous ne sommes pas une institution de microfinance classique. Nous ne faisons pas du crédit ou du microcrédit de l'épargne, non. Mais nous sommes un réseau où nous fédérons des institutions de microfinance. C'est pourquoi au niveau du membership, nous avons des institutions de microfinance. Nous avons les associations professionnelles des institutions de microfinance. Nous avons aussi des investisseurs sociaux. Nous avons des banques et nous avons des universités partenaires. Nous avons 3 universités partenaires. Une université partenaire en Ouganda, une université partenaire au Cameroun et une université partenaire au Togo. Le réseau a pour mission de contribuer au réseau, au renforcement des capacités des acteurs de l'inclusion financière. Notre ADN, c'est de renforcer les capacités des institutions, des acteurs de l'inclusion financière, afin que ces acteurs puissent donner ou délivrer des services qui pourront contribuer à l'amélioration du bien-être des populations qu'ils servent. Donc, voilà en quelque sorte l'évolution du membership depuis sa création. Donc, vous voyez, il y a des périodes où le membership manque, il y a des périodes où le membership descend. Mais au cours de ces 5 dernières années, vous allez constater que le membership est en croissance. Mais en 2021, vous allez constater qu'il y a une petite chute. Ce qui veut dire que l'impact, c'est les effets de Corona, de la crise sanitaire que nous traversons. Donc, en tant que réseau, même si nous ne sommes pas une institution financière classique, nous sommes touchés d'une manière directe ou indirecte par la crise sanitaire. Voilà la cartographie des membres en Afrique et en Europe. Donc, voilà tous les pays dans lesquels nous sommes. Et en Europe, vous voyez tout à fait en haut, vous voyez la France, et vous voyez aussi l'Italie. Donc, nous avons des membres, un membre français, nous avons aussi un membre
en Italie. Alors, quelles sont les principales activités du réseau? La première activité principale, comme je le disais tantôt, c'est la formation, c'est-à-dire le renforcement des capacités des acteurs de l'inclusion financière. Et à ce titre, nous avons plusieurs types de formations. Nous avons des formations de courte durée que nous appelons les formations thématiques. Et les formations thématiques, ce sont des formations qui s'étendent sur une panoplie de thématiques à partir de l'identification des besoins de nos membres. Et ce sont des formations qui s'étalent sur des durées entre 3 jours et 5 jours en fonction de la pertinence du thème. Les formations de longue durée, ce sont les formations universitaires que nous avons avec nos partenaires universitaires en Ouganda, au Cameroun et au Togo. Et ces formations universitaires donnent droit à des diplômes. Et il faut noter ici que sur le continent africain, le réseau MEN fait partie des premières institutions africaines à pouvoir mettre sur place une formation diplômante en microfinance. Deuxième type d'activité, c'est la promotion de la transparence. En Afrique, il y avait un réseau qui s'appelait AMT, African Microfinance Transparency, qui a existé jusqu'en 2015-2016. Mais en 2016, le MEN a absorbé ce réseau. Et donc, depuis 2016, le MEN est l'institution par excellence qui promeut toutes les initiatives de transparence sur le continent africain. À ce titre, nous avons le MEN Transparency Award que nous organisons chaque 2 ans pour les membres. Et cette activité concerne les membres qui font vraiment la promotion ou qui s'engagent à promouvoir la transparence au sein de les institutions à travers l'envoi des fact sheets, à travers des audits sociaux, la conduite des audits sociaux avec l'outil SPI4, à travers l'index de transparence qu'on extrait de l'outil SPI4, à travers la mise en place des systèmes ou des outils de gestion des plaintes formelles qui permettent quand même aussi bien aux clients qu'au personnel de pouvoir se plaindre à des moments donnés. Donc aujourd'hui, depuis 2016, nous promouvons ces initiatives de transparence sur le continent et comment dirais-je, nous, pas féliciter, mais on récompense, voilà, on récompense les meilleures institutions qui font vraiment la promotion de cette transparence. Donc, en hommage de la Semaine africaine de la microfinance qui aura lieu à Kigali du 18 au 22 octobre, nous allons faire encore la remise des awards pour les meilleures institutions, c'est-à-dire le jeudi 20 octobre précisément. Non, le jeudi 21 octobre, nous allons remettre les awards aux awardees en marge de la salle. Troisième activité, c'est l'apprentissage par les pairs qui passe par les visites d'échange que nous organisons pour nos membres. Et ces visites d'échange, il faut noter que c'est nous qui les sponsorisons. Il suffirait que les membres identifient des problématiques de la visite et que nous apprécions la pertinence de cette problématique et nous organisons cette visite pour les membres pour aller apprendre les meilleures pratiques auprès des institutions qui sont déjà en avance sur cette institution. Aujourd'hui, par exemple, en Afrique, on sait que la digitalisation constitue un défi pour les institutions ou pour le secteur de l'inclusion financière. Donc, il y a des institutions certaines qui sont plus en avance que d'autres. Donc, si une institution vient vers nous pour dire, bon voilà, nous voulons aller à RCPB pour visiter comment ils se sont digitalisés, quel est le processus. Donc, ils ont la chance de participer. La communication, c'est de promouvoir l'échange d'informations dans le secteur à travers nos newsletters que nous envoyons chaque 2 mois. Les recherches et développement, nous avons à notre actif plusieurs publications et la toute dernière publication porte sur la méthodologie du crédit individuel. Et pourquoi la méthodologie du crédit individuel? Parce qu'on s'est rendu compte qu'au départ, la microfinance avait commencé par le crédit de groupe, le crédit solidaire. Mais cette méthodologie, elle est plus maîtrisée que la méthodologie de crédit individuel parce qu'on a constaté que dans le portefeuille des institutions, les crédits individuels souffrent beaucoup plus que les crédits solidaires. Ce qui a fait que nous avons mis en place un manuel qui permet de faire le suivi depuis le montage du dossier jusqu'au déblocage et après le suivi pour permettre aux institutions
de mieux appréhender cette méthodologie de crédit individuel. Donc, nous avons une dizaine de publications à notre actif et la toute dernière, c'est la méthodologie du crédit individuel. Qui sont nos partenaires? Nos partenaires, nous avons l'Agence française de développement qui nous soutient depuis bientôt une vingtaine d'années. Et vu la pertinence de nos actions, à la fin de chaque cycle de projet, nous soumettons un nouveau projet et l'AFD est toujours favorable pour la continuité. Maintenant, il faut noter qu'à chaque cycle, à chaque fin de projet, il y a une évaluation externe qui est faite et il y a aussi un audit externe qui est fait. Donc, suite à l'évaluation et suite à l'audit, quand c'est concluant, on dépose encore un autre dossier. Un autre partenaire qui nous accompagne, c'est la CIDI, Solidarité internationale pour le développement et l'investissement, que vous connaissez ou que beaucoup d'entre vous connaissent d'ailleurs, qui fait partie des membres fondateurs du réseau. Donc, la CIDI est en quelque sorte, la CIDI est un partenaire historique du MAP. Nous avons aussi comme partenaire la Fondation Terre Solidaire, qui est une fondation sous égide et qui a été créée par le CCFD Terre Solidaire, qui nous accompagne aussi depuis bientôt plus de 15 ans. Nous avons l'École supérieure de banque ESB, ancien CFPB, Centre de formation de la profession bancaire, à Paris, avec qui nous avons noué un partenariat et avec qui nous collaborons et avec qui nous travaillons depuis des années sur tout ce qui concerne la microfinance. Nous avons ADA au Luxembourg, appui au développement autonome, qui appuie aussi nos actions, avec qui d'ailleurs nous avons mis en place notre premier projet Transparence et qui a été qu'on a clôturé fin 2011 avec un atelier de capitalisation et nous avons lancé une deuxième phase de ce projet Transparence qui a... Je pense qu'on a perdu Mohamed. mis en place. OK. De façon résumée, vous dire, et vous avez mon contact et vous avez notre adresse email si vous avez besoin de plus d'informations. Je vous remercie. Merci beaucoup, Mohamed. Peut-être brièvement, je demanderai à Jason de présenter les RIPES, après ça Eva, puis après ça Pauline. Allez-y, Jason. Je pense qu'on a des problèmes de communication. Est-ce que tu as plus stable parce qu'on ne t'entend pas? Est-ce que vous m'entendez maintenant? Oui, ça c'est mieux. Ça c'est mieux. OK. Il n'y a pas trop de bruit. Alors, je vais tout de suite présenter rapidement le PES qui promeut l'économie sociale au niveau global. Un réseau de réseaux qui se rejoignent soit au national et local. Le réseau est né en 1997 et s'est développé avec une rencontre globale, Globalizing Solidarité, donc, chaque 4 années, et donc en Québec en 2001, en Sénégal, en Afrique en 2005, en Luxembourg en 2009, en Asie, en Philippines en 2013 et puis en Océanie. Et chaque fois, Jason, on te perd, soit que tu es proche trop loin du micro, mais on te perd, on ne t'entend pas.
Je pense qu'on a perdu Jason, est disparu et coupé la communication. Mais peut-être on va aller. Jason est là? Jason? Ben, sinon, on va y aller avec Eva. Eva, s'il te plaît, peux-tu nous présenter brièvement c'est quoi le ESS, Forum international? Oui, merci Milder. Je vais être rapide. Merci de nous avoir invités à participer à cette réunion. C'est un honneur pour moi d'être avec vous. Alors, je suis la déléguée générale de ESS Forum International. ESS Forum International, c'est un réseau international d'acteurs, d'entreprises, d'organisations de l'économie sociale et solidaire qui rassemble aujourd'hui 37 membres sur 4 continents et dans 14 pays différents. Alors, nous, notre mandat, il couvre 4 champs d'action. Le premier, c'est influencer les politiques et les programmes en faveur de l'ESS. Et pour ce faire, on a des pieds dans plusieurs enceintes d'influence de l'ESS, notamment à l'échelle de l'Europe et à l'échelle des Nations Unies. Je me réfère à la Task Force, aux côtés du GCF comme membre observateur et aux côtés du RIPES et bien d'autres. Mais aussi, on a un membre observateur dans l'ECOSOC des Nations Unies et au niveau européen, on fait partie du groupe d'experts en économie sociale de la Commission européenne. On fait également de l'incidence auprès des gouvernements. C'est par exemple la raison pour laquelle je me trouve en Colombie aujourd'hui. Et on vient de lancer aussi une initiative de mutualisation du travail de plaidoyer international dans ce qu'on a appelé la Coalition internationale de l'ESS, qui rassemble 5 gros réseaux de l'ESS, à savoir le GCF, l'ACI, l'AIM, l'ICMIF et nous-mêmes. Ensuite, un autre axe de travail, c'est l'organisation d'événements qui permettent de réunir des dirigeants et des dirigeantes de l'ESS, des acteurs, les parties prenantes, des gouvernements, et donc de participer à ces événements qu'on appelle les rencontres du Mont Blanc. La dernière session a été organisée virtuellement en 2020. Et donc, l'année qui vient, 2022, c'est une année, ce sera la 10e session des rencontres du Mont Blanc. On a du mal encore à définir où, comment, dû au contexte que vous savez, mais en tout cas, on y travaille. Et un autre axe de travail qui prend de l'ampleur, c'est de co-construire des projets innovants et durables avec nos membres. On a une plateforme digitale sur laquelle on publie assez régulièrement des projets portés par nos membres, sur lesquels on reviendra plus tard. Et donc, c'est un axe de travail qu'on est en train de développer. Et enfin, le dernier axe de travail, c'est faire avancer la connaissance et diffuser les pratiques de nos membres, mais des organisations et des entreprises de l'ESS de manière générale. Et par exemple, on vient de publier un guide pour un droit à l'ESS, sur lequel aussi on a développé une stratégie de plaidoyer à l'égard des pays qui souhaiteraient se doter d'un cadre légal pour l'ESS, mais aussi à l'égard des pays comme la Colombie qui aimeraient, rendre plus effectif son cadre légal et donc l'améliorer suivant un certain nombre de recommandations qu'on a formulées. Donc voilà, notre travail s'insère dans la réalisation des objectifs du développement durable et de manière plus globale, on cherche à ce que par le biais de l'ESS, on puisse démontrer et on puisse inciter à un autre modèle de croissance et de développement. Merci beaucoup, Eva. Oui, c'était très concis. Merci beaucoup. Jason, je ne sais pas si tu es en mesure de conclure ta présentation du RIPES. Es-tu là? Oui, vas-y. C'est possible. Oui, la communication est très mauvaise, on ne t'entend pas, c'est très difficile. Essaye une dernière fois, allons-y. Sans les vidéos, peut-être.
m'entendez maintenant? Non, c'est très difficile, ça coupe. Je ne sais pas si tu as une connexion filière ou autre, parce que je pense que le Wi-Fi ne marche pas très bien. Ben, allez-y. Bon, sinon, je vais chercher un autre endroit. Mais en tout cas, si vous m'entendez maintenant, juste pour dire... Oui, là, on vous entend, oui. OK. Alors, très rapidement, les réseaux, comme je disais avant, c'est un réseau intercontinental, c'est-à-dire basé sur les réseaux de chaque continent. Donc, on est en Jason, c'est très instable. On t'entend deux mots, puis ça se coupe. Mais trouve un autre espace, un autre lieu dans lequel peut avoir être plus stable, parce qu'on ne t'entend pas. On t'entend une demi-phrase, puis après ça se coupe. Ben, entre-temps, le temps file. Je vais revenir à toi, Jason, en attendant que toi, tu te places. Mais je vais donner la parole à Pauline. Pauline, parle-nous d'Inès brièvement, s'il vous plaît. Oui, bonjour à tous. Alors, je vais vite vous présenter. Ne vous inquiétez pas, ça ne sera pas très long. Donc, Inès, bon, voyons, ça marche, voilà. Donc, c'est un réseau, donc c'est l'Association internationale des investisseurs dans l'économie sociale qui a été créée en 1989, donc il y a déjà plus de 30 ans, à la base par cette organisation en Europe et qui, au cours des années, s'est agrandi pour être présent sur, on va dire, presque tous les continents. Aujourd'hui, les membres sont essentiellement situés, on en a quelques-uns en Europe, au Québec, en Amérique latine et en Afrique. Et on compte à peu près une trentaine de membres en ce moment. Donc, l'idée, c'est de réunir les investisseurs de l'économie sociale ou les organisations qui travaillent en complémentarité aux investisseurs. Donc, l'idée aussi, c'est de contribuer à l'échange d'idées, d'échanger sur les projets des membres et aussi de faire en sorte que la finance sociale et solidaire soit plus connue du grand public. Donc, comme je disais, la majorité des membres sont des institutions financières. Donc, qu'est-ce que font les membres? Ils vont surtout collecter de l'épargne, octroyer des prêts, investir dans les entreprises qui ont une mission sociale, environnementale ou culturelle. Et puis, bon, d'autres produits qui sont reliés au financement de l'économie sociale et solidaire. Mais on a aussi des membres qui sont des réseaux, donc bon, notamment le Main et Micro-Entreprendre sont membres d'Inès. On a aussi d'autres réseaux en Amérique latine avec la Red FASCO, la Red Catalysis. Et on a aussi des membres qui ne sont pas forcément des financiers, mais qui vont, par exemple, des consultants ou bien des institutions de recherche ou encore des coopératives, par exemple une coopérative en éducation. Donc voilà, c'était pour présenter Inès. Merci beaucoup. Peut-être j'irai directement à une des questions reliées plus au thème. Eva, d'ailleurs, peut-être je donne la parole à toi. Tu as commencé à parler les éléments de développement durable qu'il y en avait au sein de ESS, Forum International. Outre le dialogue que vous développez, est-ce qu'avez-vous un positionnement là-dessus par rapport à cette transition écologique et sociale? Puis si vos membres travaillent dans ce sens-là, et de quelle façon? Oui, bien sûr. Alors, on est toutes et tous conscients du fait que c'est l'activité humaine et surtout l'activité économique qui est responsable sans équivoque du réchauffement climatique et de la crise climatique qu'on est en train de vivre. Et c'est pas moi qui le dis, hein, j'ai pas ces capacités prophétiques. Mais c'est par exemple le dernier rapport du GIEC d'août 2021 qui dit que toute la planète chauffe et que certaines régions plus que d'autres, que l'effet de serre atmosphérique est en train d'exploser et cela est dû essentiellement à l'usage des énergies fossiles, du charbon, du gaz, du pétrole et donc ça provoque
une série de conséquences ambientales, enfin de conséquences sur notre environnement qui n'est pas négligeable et qui même nous plonge dans un panorama un peu anxiogène sur notre futur et sur ce qui nous attend. Donc, il est évident qu'il n'y a pas et qu'il n'y aura pas d'écologie et de transition écologique si on n'élude pas la question économique. Et d'ailleurs, la conscience de la problématique écologique est partagée jusque dans les milieux financiers. Par exemple, en Europe, l'investissement socialement responsable pèse aujourd'hui 2 milliards d'euros. C'est énorme. Et le domaine de l'investissement financier est également en train de muter avec de nouveaux critères sociaux, économiques. Donc, tous ces éléments contextuels sont en fait les conséquences d'un modèle de développement et de croissance qui favorise la concentration économique et du coup qui génère des inégalités sociales désastreuses. On a même vu émerger ces dernières années, et notamment en Europe, une nouvelle figure migratoire, c'est le migrant pour une raison de détérioration de ses terres et donc l'épuisement des ressources. Et donc maintenant, en plus de migrer pour des raisons économiques ou des raisons politiques, on va également migrer pour des raisons ambientales, enfin pour des raisons écologiques. Et donc nous, au niveau organisationnel, on s'est positionné à plusieurs reprises en faveur de la nécessité d'une éthique sociale, environnementale et écologique dans nos pratiques. Par exemple, donc, en ce qui concerne l'environnement ou l'écologie, on considère qu'il est important de revoir la conception des produits et des services, des intrants que par exemple dans les produits que ces produits requièrent et voir aussi l'ensemble du processus, l'impact de la distribution, de la consommation et éventuellement des déchets que cela peut générer. Donc, on a plusieurs membres qui se sont engagés dans ce sens-là et aussi un élément sur lequel on travaille et on essaye de maturer, c'est faire appel à des entreprises de l'ESS sur l'ensemble du processus productif jusqu'à la consommation ou jusqu'aux bénéficiaires. Et c'est un défi qu'on doit relever parce que bien souvent, on n'a pas cette vision. 2 secondes. C'est que j'ai une réunion juste après, donc on est dans une mutuelle. Alors, on est dans un endroit assez sympa, c'est Carthagène des Indes. Mais en tout cas, ils font des tests audio juste à côté. Donc, pardon. Pas de problème. Donc voilà, pouvoir avoir cette vision d'ensemble sur tout le processus aussi et faire appel à des entreprises de l'ESS sur tout le processus, c'est un des éléments sur lesquels on doit être vigilant et nos membres se sont positionnés dans ce sens-là. On a également des coopératives agricoles parmi nos membres et donc, pour eux, il y a une réelle nécessité d'opérer cette transition vers l'agroécologie, vers la protection des biens communs. On a une coopérative au Costa Rica qui fait un processus de plaidoyer en faveur de semences indigènes, de savoir-faire productif des communautés paysannes et autochtones. Et on sait que c'est vers cette ambition-là qu'il faut tendre, vers des économies locales, du commerce équitable et d'autres formes d'échanges solidaires. Après, j'ai quelques exemples aussi d'engagement de nos membres à l'échelle de leur organisation. Par exemple, le groupe UP, qui fait partie de nos membres en France,
qui en fait a choisi de faire appel à une SIC, une société coopérative, comme fournisseur d'électricité dans la plupart de ses établissements en France. Et donc, ça, c'est voilà, une preuve de l'engagement, comme quoi on veut cette transparence et solliciter toutes les organisations de l'ESS dans toutes nos activités. PFAC au Cameroun, partenariat France-Afrique, donc au Cameroun qui a structuré et organisé de nombreuses communautés paysannes qui sont en phase avec des préoccupations d'environnement et aussi a mis en place un système de mutualisation des ressources et des outils. On a aussi une coopérative de financement Vega Real en République dominicaine qui a proposé, qui propose des financements à des agriculteurs et des paysans qui favorisent aussi des cultures autochtones et achètent collectivement des terres. Et enfin, une organisation que vous connaissez très bien qui est basée au Québec, Fondation, qui justement est une des premières organisations à s'être engagée pour une économie juste et durable et le changement climatique. Et en 2016, ils ont créé avec un partenariat avec la COP Carbone, le fonds Inland6. Donc voilà, autant d'exemples qui permettent de démontrer que autant à l'échelle de notre réseau qu'à l'échelle individuelle de nos membres, on essaye voilà, de trouver des solutions par la voie de l'ESS et de répondre par des solutions concrètes à tout le contexte anxiogène qui nous entoure quant à la crise climatique et la détérioration de notre environnement. Merci beaucoup, Eva. Donc, si je comprends bien votre positionnement, ben, ça se reflète dans tous les stades de l'organisation, commençant par le plaidoyer puis le travail terrain de vos membres. Merci beaucoup. Mohamed, peux-tu nous parler un peu qu'est-ce que vous faites? C'est quoi brièvement votre positionnement au niveau de la transition écologique et sociale, puis qu'est-ce que vos membres font à ce niveau-là? Ok, merci beaucoup, Milder. Il faut noter que la TES, la transition écologique et sociale, apparaît comme une nouvelle thématique pour le réseau. Et on s'est rendu compte que à la fin de notre ancien plan triennal, on a fait une petite étude et on s'est rendu compte que les membres n'appréhendent pas encore le concept de la transition écologique et sociale. Ce qui nous a poussé dans notre nouveau plan de développement stratégique sur les 3 années à venir, 2020, 2021, 2022, à mettre comme noyau dur de notre plan d'action la transition écologique et sociale. Pourquoi aujourd'hui la transition écologique et sociale comme maillon essentiel de notre plan d'action? La problématique environnementale à l'échelle mondiale est aujourd'hui une évidence. Ça, on le sait. Le modèle actuel n'est pas en adéquation face aux défis d'une transition écologique et sociale nécessaire. C'est partant de ce constat que le réseau MEN s'est mobilisé pour contribuer au développement d'une finance solidaire accessible aux pauvres et écologiquement responsable sur le continent. Le réseau MEN, après avoir fait ce constat, a élaboré un projet triennal qui est soumis à l'Agence française de développement qui tourne autour de la transition écologique et sociale. Et aujourd'hui, en Afrique, on constate que les populations pauvres sont les plus vulnérables face au changement climatique. Leurs moyens de subsistance proviennent très souvent des activités comme la pêche, l'artisanat ou encore, si je peux dire, de l'agriculture, qui sont les plus touchés par les modifications ou par les changements climatiques, mais aussi par l'augmentation des phénomènes météorologiques extrêmes. La finance inclusive constitue donc un puissant outil de lutte contre cette pauvreté, bien souvent la seule pour les populations qui sont en situation de précarité ou de vulnérabilité. Il revient alors, ou il convient en ce moment, que l'inclusion financière africaine se saisisse de ces enjeux
et aussi de ces opportunités climatiques pour mieux répondre aux défis actuels des acteurs du secteur, pour mieux adapter leurs produits et services proposés aux populations vulnérables. Nous, après avoir fait cette identification de besoins, on a le projet qui a été conçu, on a développé aujourd'hui un module complet sur la transition écologique et sociale. Nous avons recruté des experts qui nous ont développé un module avec des contenus bien spécifiques à accompagner nos membres à s'engager sur cette thématique. Donc, dans cette première phase, nous allons les sensibiliser à appréhender le concept de la transition écologique et sociale. Dans une seconde phase, nous allons les accompagner à développer des produits écologiques. Parce qu'en tant qu'institution de l'inclusion financière, on ne doit pas financer des activités des membres qui contribuent à la détérioration de la couche d'ozone. Et j'espère que ma prédécesseure l'a dit, elle a passé des effets de serre, elle a passé de la couche d'ozone qui est déjà aujourd'hui atteinte. C'est vrai que d'une zone à une autre, les effets ne sont pas les mêmes Donc, aujourd'hui, certains membres du MEN sont très avancés sur cette thématique. Si je prends l'exemple de UBTEC au Burkina, où eux, ils ont même mis en place une politique de la transition écologique et sociale qui permet à ce que l'institution suit cette politique, que ce soit dans le développement des nouveaux produits, que ce soit dans l'identification des activités que l'institution doit accompagner. Donc, nous, aujourd'hui, nous sommes dans cette phase à sensibiliser nos membres et nous sommes aussi sur un projet pilote. Nous sommes en train de mettre en place 2 incubateurs ici au Togo, où nous allons accompagner les clients de ces institutions qui s'investissent déjà dans cette thématique de transition écologique et sociale. Donc, nous sommes en phase pilote expérimentale avec 2 institutions et si l'expérience elle est concluante, nous allons dupliquer à grande échelle les années à venir. Donc, voilà aujourd'hui ce que nous sommes en train de faire. C'est vrai que, comme je l'ai dit, c'est tout nouveau pour nous. C'est tout nouveau pour le réseau et au même moment pour nos membres. Et nous voulons les accompagner dans cette nouvelle dynamique parce qu'aujourd'hui, la transition écologique et sociale constitue un défi pour le secteur et au même moment, elle fait partie, au même titre que la digitalisation, des activités ou des activités sur lesquelles les institutions n'ont plus un choix à faire. C'est une histoire de vie ou de mort. On doit tous y aller. On n'a pas le choix. Donc, c'est cette sensibilisation, cette phase de sensibilisation avec plusieurs formations que nous organisons cette année, l'année prochaine. Et après, on pourra maintenant les appuyer pour que les membres puissent développer des produits écologiques qu'ils vont proposer à leurs membres. Voilà, je vous remercie. Merci, Mohamed. On reviendra tantôt au niveau des défis comme organisation. Jason, je ne sais pas si là tu es en mesure de nous parler. Désolé si je te coupe parce qu'on t'entend une phrase puis après ça on te perd. Mais vas-y, Jason, peux-tu nous parler un peu du positionnement du RIPES par rapport à la transition écologique sociale, puis brièvement, qu'est-ce que vos membres font à ce sujet? Là, on te voit au moins. Vas-y, Jason. C'est mieux maintenant? Oui, c'est bon. OK. Évidemment, je ne sais pas quand vous avez entendu sur les réseaux, donc qui sont organisés par réseau, qui travaillent sur le développement d'une autre économie, l'économie sociale solidaire, qui en soi est une forme de transition écologique, avant que ce terme était devenu si important. Et donc, tous les différentes pratiques, les différentes initiatives, les différentes formes d'entreprises collectives qui sont dans le paradigme d'une autre économie où l'environnement et l'écosystème, c'est une partie de la conception de comment faire une
une entreprise différente, ils sont effectivement déjà dans la piste. Mais bien sûr, avec toute la crise, les crises multiples qui ont été aussi déjà décrites, la sensibilité est augmentée et donc toutes les formes de réduction des consommations d'énergie, les formes où on peut conserver les terrains et notre ressource et aller vers une économie moins extractive et plus circulaire, plus résiliente. C'est ça notre objectif primaire maintenant. Alors, je vais faire quelques petits exemples, mais il y en a vraiment beaucoup. Je parle par l'Europe parce que c'est où je suis, j'habite. Donc, il y a une croissance de communautés énergétiques, des coopératives d'énergie renouvelable où les consommateurs sont en même temps producteurs d'énergie et des relocalisations de la production et distribution de l'énergie. C'est une chose très importante parce que ça change complètement la modalité où on produit et on consomme. Mais pour aller plus dans la finance, il y a beaucoup de circuits dans ces réseaux qui sont des réseaux citoyens ou régionaux, des monnaies locales ou des systèmes d'échange mutuel. Et là, on va vraiment dans une dimension des souverainetés monétaires et souveraineté financière. C'est très important parce que aujourd'hui, la finance a un rôle très puissant, très fort. Elle contrôle notre économie à tous les niveaux. Et donc, avoir la possibilité de participer et réutiliser la monnaie comme une utile et pas comme une fin, c'est extrêmement important. Et en Asie, on a l'expérience, par exemple, des gestions communautaires des forêts qui par exemple, en Indonésie, on a plusieurs de nos membres qui sont impliqués dans ça, ou des gestions aussi d'autres ressources communautaires, dans l'idée d'un bien commun qu'on peut gérer ensemble et changer aussi l'idée des propriétés individuelles. Bon, il y a pas mal des autres exemples dans les domaines de la production locale, la relocalisation de la production, qui est une des choses plus importantes, mais aussi de l'application des principes de l'agroécologie. Comme Eva a déjà dit, l'agroécologie paysanne, c'est très important parce que ça n'est pas seulement la modalité plus écologique de gérer et de produire l'alimentation, mais ça maintient aussi les petits et micro-producteurs et dans leur une soutenabilité. Et surtout en forme, et c'est ça que notre membre, par exemple, en Mali, il y a une coopérative qui s'appelle Sinaculture, qui fait beaucoup de formations à l'agroécologie, mais aussi à les formes de gouvernance coopératives ou collectives. De nouveau, c'est très important qu'on ne change pas seulement les modes de production, mais aussi les modalités de gestion et de gouvernance. Bon, je m'arrête ici.
Merci beaucoup, Jason. Oui, c'est très clair. Brièvement, Ahmed, oui, je connais un peu c'est quoi micro-entreprendre, mais peut-on dire si vous avez une position ou si vous avez une vision au niveau de la transition écologique et sociale et si vos membres travaillent dans ce sens-là aussi. Merci beaucoup, Milder. C'est un gros sujet ce matin. C'est tout un chantier. Bon, quand on parle de la transition écologique et sociale, évidemment, ça fait appel à une évolution sociétale, une évolution mondiale, donc vers un nouveau modèle économique et social. Et en fait, un modèle de développement durable, évidemment, mais qui renouvelle ses façons de consommer, de produire, de travailler, de vivre ensemble. Par rapport au réseau, c'est sûr que nous, dans le volet social de la chose, évidemment, ça fait depuis toujours, on porte ces valeurs par rapport à l'importance de développement humain, de développement des individus, etc. Donc, la question de renouveau social, je pense qu'on est déjà là-dedans depuis toujours. Donc, de prendre en compte les réalités de chacun, de viser à réduire les inégalités entre les individus et les groupes, évidemment de la création d'emplois, la répartition de la richesse par le développement des habilités, le développement des compétences des personnes et évidemment la prise en compte des différences culturelles. Donc, pour ce volet-là, je pense qu'on est déjà là-dedans. Ce qui est probablement pour nous un grand défi, c'est, et surtout qu'on fait affaire à des petites organisations dans notre réseau, c'est vraiment comment s'approprier la dimension écologique et comment aussi faire en sorte de faire boule de neige par rapport à des entrepreneurs, des travailleurs autonomes, des petites entreprises qu'on accompagne pour qu'ils voient cet enjeu-là comme une opportunité et probablement pas comme une contrainte. Donc, pour nous, c'est un enjeu très important. Mais par la nature, si par exemple, je regarde la fonction production, par la nature de notre mission, du type d'accompagnement qu'on fait, des outils financiers qu'on offre, en fait, on est vraiment on est beaucoup dans la production on n'est pas dans la production qui a un impact négatif sur l'environnement. Donc, on voit la plupart des projets qu'on finance avec les entrepreneurs, c'est des projets qui font affaire plus à la compétence, qui ne font pas nécessairement affaire à des grosses consommations d'énergie, à de la production locale, à la valorisation des savoir-faire ancestral, les produits des terroirs, la production locale, donc une production plus à l'échelle humaine. Donc, par la nature des activités qu'on a, la mission et les valeurs qu'on porte, au niveau de volet social, on est en plein dedans et on est depuis longtemps. L'enjeu, comme j'ai mentionné, c'est de regarder par rapport à la question écologique. Actuellement, nous sommes en train de mener, on entame une réflexion de co-construction avec nos membres par rapport à une offre de services renouvelée, évidemment qui va être teintée par cet enjeu de transition écologique et sociale. C'est quelque chose sur lequel, durant les prochains mois, je pense qu'on va faire un pas. Et évidemment, nous, par la nature de nos activités, on a déjà comme des prérequis parce que ce sont des valeurs qu'on porte tout ça, comme j'ai mentionné, mais qui vont plus aller dans le volet social, le volet inclusion, insertion. Mais pour pouvoir conjuguer l'écologie et le social et les mener de façon cohérente, de façon qui soit dynamique, donc se faire une idée par rapport à ça et puis comment on peut les mener de front de façon cohérente et tout ça, et puis comment
comment on peut générer des projets, des activités qui vont en fait répondre à cet enjeu-là dans ces deux volets de façon complémentaire. C'est une réflexion qu'on va mener durant les prochains mois. Mais comme j'ai mentionné, il y a beaucoup, quand je regarde les projets qui sont financés par les organismes, dans quasiment 90% des cas, c'est vraiment des projets qui font appel à l'économie circulaire, au recyclage, à la valorisation des savoirs, etc., dans un respect de l'environnement. Mais on n'a pas forgé un positionnement stratégique, une vision partagée, tout ça. C'est quelque chose qu'on va faire, notamment qui va se faire aussi en parallèle avec la question de l'impact. Quel est notre impact et puis comment on trace le périmètre de cet impact-là, parce que l'impact peut aller très, très, très loin, mais comment on peut les décliner, comment on peut développer une méthodologie. On est vraiment là-dedans, je vous parle, on vient de lancer un appel d'offres par rapport à une expertise pour l'accompagnement dans ce travail par rapport au développement de la méthodologie d'impact. Mais nous avons, nous, de notre côté, encore un travail à faire de positionnement, de construction, de partage de connaissances entre nous, mais aussi avec… C'est pour ça que je suis très content ce matin de participer, parce qu'en même temps, je m'alimente par rapport à ce qui se fait ailleurs. Et je pense que c'est très, pour nous, c'est des éléments qui sont très, très intéressants. Et pouvoir vraiment avancer sur ce chantier-là, comme je disais, qui c'est un chantier évidemment qui nous interpelle. On est déjà, on regarde par rapport, par exemple, aux indicateurs, aux objectifs de développement durable, les ODD, les 17 ODD. Ben, nous, par rapport à ce qu'on fait, on rejoint déjà pas mal de ces objectifs. Mais, comme j'ai mentionné, on a besoin de se donner une vision, de se donner un positionnement stratégique, se donner une feuille de route, comment nous, on peut évidemment faire partie de cette mouvance, donc la transition sociale et écologique. C'est un travail qui est entamé chez nous. Mais comme je disais, considérant nos valeurs et nos pratiques, c'est quelque chose évidemment qui est déjà, il y a déjà des prérequis qu'on a, mais on a un travail à faire de réflexion. Et la question se pose évidemment au Québec, je regarde dans le secteur, ce qu'on appelle le secteur économique, le secteur communautaire. Bon, évidemment, il y a le secteur d'économie sociale, mais il y a le secteur communautaire qui est plus large. Et je pense qu'il y a vraiment un travail à faire dans ce secteur-là, vraiment pour que les gens s'approprient cet enjeu-là de la transition sociale et écologique. On n'entend pas encore beaucoup parler dans notre sphère, mais c'est un enjeu qui est important, il faut s'approprier, mais je pense que de notre côté, on entame cette réflexion, mais on l'entame évidemment sur des prérequis qui sont solides, qui émanent des valeurs qui sont portées par le réseau et pour la philosophie en général de Microcrédit. Merci, Voilà. Ahmed. Donc, si je comprends bien, bon, dans votre mission, votre raison d'être, oui, la transition économique et sociale est présente, mais la partie écologique, c'est plutôt intuitif, c'est une toile de fond, puis de façon structurelle, vous allez travailler éventuellement ou prochainement dans cette direction. Tout à fait. Merci beaucoup. Et d'ailleurs, on aura le temps d'échanger un peu plus à l'extérieur au niveau des cas finances, fil action. Ben, on en a des projets là-dessus pour le printemps prochain. Mais ça, c'est une histoire québécoise, donc on reviendra un autre moment. Pauline, brièvement, c'est quoi le positionnement d'Inès au niveau de la transition écologique et sociale? Puis qu'est-ce que les membres font? Merci. En fait, je ne répéterai pas tout ce qui a déjà été dit sur l'importance de la transition écologique et sociale. Par contre, Inès, dans sa mission et sa vision, a toujours
pris en compte le côté environnemental, le fait de regrouper justement des investisseurs dans des projets sociaux et environnementaux. Donc pour Inès, ça ne s'appelait pas transition écologique et sociale, peut-être un petit peu comme ce que Ahmed disait. Dans le fond, c'est quelque chose que les membres faisaient déjà à la base. Au niveau des actions des membres, c'est sûr qu'on a la CIDI en France qui est un membre, qui est une organisation qui a quand même, ça fait aussi longtemps qu'ils ont mis en place des actions de transition écologique et sociale, qui travaillent d'ailleurs avec, je pense, Mohamed Lemain. Mohamed a parlé aussi de UBTech, qui est aussi un membre d'Inès, donc qui s'est engagé dans une politique de transition écologique et sociale. Au niveau peut-être du Québec, on a aussi Philaction, donc, qui travaille, qui est un fonds d'impact. Donc c'est sûr que c'est pareil, comme disait Ahmed, depuis le début, finalement, les investissements de Philaction ont un impact au niveau social, au niveau environnemental, avec des projets, par exemple, Ecotierra, qui a comme objectif le développement de l'agriculture durable au Pérou, et puis qui est en train de se développer ailleurs dans le monde aussi. La Caisse d'économie solidaire, qui est un autre membre d'Inès au Québec, travail, qui est aussi membre, je pense, de SS Forum International, a aussi mis en place des politiques au niveau de la transition écologique et sociale. Ils ont mis en place un fonds relié, je ne sais plus comment il s'appelle ce fonds, mais c'est un fonds à ce niveau-là. Donc, on a quand même beaucoup de membres qui travaillent. Financement socio-écologique, je crois que ça s'appelle. Oui, exact. Merci, Eva. Donc, voilà, donc on a des membres. Peut-être je reviendrai plus tard sur les défis parce que c'est vrai que ce n'est pas tous les membres non plus qui sont. Mais vas-y avec les défis. Le prochain thème, c'est les défis. C'est les défis, ok. On va enclencher. Vas-y. Parfait. Quels sont les défis que vous voyez là-dessus? Ok, en fait, dans le fond, il y a certains membres qui expliquaient que eux, leur priorité pour l'instant, c'est plus de l'inclusion financière plutôt que de travailler au niveau environnemental, même si je pense que c'est Mohamed qui le mentionnait, on n'aura pas le choix de mettre en place des politiques. Mais par exemple, c'était des membres au Guatemala qui ont été particulièrement touchés par la pandémie au niveau économique. Pour eux, c'est un défi important. Donc, c'est des membres pour qui le développement économique est peut-être plus important, mais ils sont aussi en train de commencer une réflexion à ce sujet-là et d'essayer de s'engager dans une transition écologique et sociale. Quelqu'un d'autre qui veut parler des défis que rencontrent les réseaux ou leurs membres par rapport à ça? Eva ou Jason? Vas-y, Eva. J'y vais? Parfait. Alors, ils sont nombreux les défis parce que justement, eh bien, il faut quand même recontextualiser et en fait connecter notamment nos réseaux qui sont un peu des parapluies d'autres organisations. Il faut qu'on entretienne, et plus qu'ailleurs, un lien étroit avec le territoire. Donc, en fait, notre défi à nous en tant que réseau international ou réseau intercontinental, c'est celui d'avoir une emprise avec le territoire pour ne pas être complètement déconnecté des réalités. C'est nos membres qui nous donnent cette emprise avec le territoire, mais eux-mêmes ont de nombreux défis. C'est d'abord les organisations avec lesquelles eux-mêmes tissent des liens. Ensuite, c'est les gouvernements locaux avec lesquels on doit partager des objectifs. Et comme je disais tout à l'heure, il faut aussi tisser des liens étroits avec les autres acteurs de l'ESS, mais aussi ouvrir à d'autres mouvements environnementaux, des organisations de défense des droits de l'homme, des organisations de défense de la culture,
des cultures autochtones, des mouvements féministes. On ne peut pas être non plus que cantonné à l'ESS. Il faut qu'on ait une emprise et une connexion avec les territoires. Ensuite, un autre défi, ce serait celui aussi de développer des outils de reporting qui pourraient mesurer en fait l'impact de nos activités sur le changement climatique et qui, comme je le disais tout à l'heure, qui prennent en considération l'ensemble du processus de production, l'impact de la distribution, la consommation, les déchets que ça génère. Aujourd'hui, on n'est pas capable de faire ça. On n'a pas même s'il y a des outils qui sont de plus en plus performants, on n'est pas capable d'avoir une vision globale et documenter en fait tout l'impact, l'impact de nos activités. Donc ça, ce serait un axe à développer, un axe de travail à développer. Un autre défi sur lequel je souhaitais insister, c'est aussi s'épauler, s'aider en tant qu'organisation de l'ESS et créer peut-être des guides de bonnes pratiques, former les entreprises de l'ESS à ces bonnes pratiques. Il y a aussi la pratique du label qui certifie ce qu'on produit ou consomme, qui peut être un outil ou un mécanisme pertinent, percutant pour justement avoir les pratiques derrière chaque organisation. En ce qui concerne les investissements, il faudrait qu'on parvienne à flécher les investissements vers des projets durables de l'ESS et arrêter de se centrer sur l'identité des organisations pour les financer, donc coopératives, entreprises sociales, mais aussi ouvrir le financement donc sur l'impact, et ce qui permettrait aussi de ne pas exclure des organisations de type informel, même si j'aime pas trop ce terme, qui échappe au cadre régulatoire d'un État, et donc qui les aiderait justement à rentrer dans la formalité. Ça, c'est vraiment un sujet sur lequel il serait urgent de travailler. Et au niveau des réseaux, mais au niveau des organisations membres, on doit être irréprochable. Il nous faudrait vraiment renforcer, donner à voir nos pratiques, démontrer avec rigueur ce que nos entreprises font, donc pour pouvoir enfin rendre compte en fait de la triple dimension du développement durable, à la fois économique, social et environnemental. Et pour cela, il nous faut des vitrines, il nous faut parler de nos pratiques. Et je pense que aujourd'hui, ce qu'on est en train de vivre, notamment la crise écologique, mais également l'intérêt croissant pour l'économie sociale et solidaire à l'échelle globale, mais à l'échelle de gouvernement aussi, est vraiment un momentum qu'il nous faut ne pas louper. Il faut profiter de ce créneau, de cette brèche qu'on a pour imposer nos pratiques et donner à voir ce qu'on fait à l'échelle du réseau et à l'échelle des organisations et des entreprises de l'ESS. Merci Eva d'être allée un petit peu plus loin, mais je reviendrai sur certains points que tu as mentionnés, notamment qu'est-ce qu'on doit faire, puis peut-être c'est là-dessus que je vais conclure, là, mais je reviens là-dessus, j'ai pris note. Jason, puis après ça, Mohamed, puis après ça, Ahmed, si vous parlez des défis. Jason. Oui, je suis tout à fait d'accord avec Eva, et je pense qu'une de nos défis, c'est la capacité de communiquer, la capacité de donner un imaginaire différent et d'un futur possible et une inspiration réelle avec nos pratiques. Donc, être plus communicatif et avoir la capacité vraiment d'arriver, par exemple, aux nouvelles générations, aux jeunes. On travaille beaucoup plus avec les jeunes, avec les associations, les activistes jeunes,
et dans différents milieux plus formels comme l'université ou l'école ou dans leur organisation et plateforme. Et avec l'éducation professionnelle pour repenser les professions d'aujourd'hui et de demain et les reformuler parce que c'est là qu'ils rencontrent les obstacles, les mondes de travail aujourd'hui, c'est extrêmement complexe et difficile pour eux et l'économie sociale solidaire offre des alternatives, vraiment de reprendre la possibilité de créer une autre forme de travail. Et je pense qu'un autre défi, c'est le rôle du numérique. Le rôle du numérique qui aujourd'hui est dominant aussi dans la finance, surtout dans la finance. Comment on peut, d'un côté, saisir les opportunités qu'il y a de créer des outils numériques qui nous permettent de contrôler nos moyens financiers et de l'autre côté de ne pas être dominé par la finance numérique globale. Et du coup, il y a par exemple l'accès au crédit, c'est toujours un des défis, des problèmes plus grands pour nos associations et créer des dépendances par des financements publics, surtout par gouvernements locaux, et clairement, ça est très, très faible. Mais on a un défi, opportunité au même temps, par exemple, avec la philanthropie progressiste, qui ici commence à sortir de la tradition de la philanthropie et des modalités de le faire et rentre plus dans l'idée, la conception de faire des hybrides, par exemple avec la microfinance, avec les formes de crédit mutuels, coopératives, être des systèmes de garantie, des fonds de garantie. Ça pourrait vraiment être un levier incroyable pour notre monde. Mais le défi, c'est de convaincre les fondations, les entités de philanthropie de changer leur modalité de travailler. Merci Jason. Aussi, on reviendra sur ce thème-là, je pense, parce que une des questions que je vais poser tantôt, si on avait à miser sur quelque chose, c'est sur quoi on miserait. Mais je reviendrai là-dessus. Mohamed, brièvement, as-tu des défis ou avez-vous identifié des défis de votre réseau ou par vos membres? Vous avez expliqué un peu tantôt, là, mais allez-y. Oui, merci encore une fois, Milder. Oui, les défis, je pense que mes prédécesseurs ont touché déjà du doigt l'essentiel des défis. Et comme l'a dit un de mes prédécesseurs, au niveau de la communication, et comment communiquer, comment sensibiliser les membres pour que les membres appréhendent l'utilité de cette transition écologique et sociale. Pour nous, au-delà d'être un effet si je peux dire, au-delà d'être un effet de mode, la transition écologique et sociale aujourd'hui s'impose à tous les acteurs. Et nous, par la communication, pour la communication et pour la sensibilisation, nous organisons même en marge de la semaine de l'économie sociale et solidaire qui est organisée à partir au mois de novembre. Nous organisons un webinaire sur la transition écologique et sociale. Et tout ça là fait partie des actions de communication, des actions de sensibilisation. Et cette action entre dans le cadre de l'EXI, c'est-à-dire l'éducation à la citoyenneté et à la solidarité internationale en France, pour sensibiliser aussi bien les jeunes que les acteurs de l'économie sociale et solidaire. À tout le monde, et je pense que la communication occupe quand même une place non négociable dans les défis que nous avons. Le deuxième défi, pour finir, c'est l'accompagnement, le financement.
comment pouvons-nous accompagner nos membres avec les moyens qu'il faut à changer dans ce nouveau paradigme que nous leur demandons. Donc, le financement aussi occupe une place de choix non négligeable sur lequel nous, en tant que réseau, on doit réfléchir et on doit anticiper. Et c'est dans cette anticipation que nous, dans notre phase, dans notre premier cycle de projet avec l'Agence française de développement sur la transition écologique et sociale, nous avons prévu des sensibilisations. Et dans une deuxième phase, nous allons accompagner dans le développement des produits écologiques. Et là, nous allons mettre le financement à disposition parce que le tout ne suffit pas de tenir de beaux discours. Il faut accompagner les moyens, il faut donner les moyens aux acteurs de pouvoir mettre en œuvre. Et je pense que le financement aussi constitue un des défis auxquels nous devons faire face les années à venir. Merci. Merci Mohamed. Donc, Ahmed, un dernier mot là-dessus au niveau des défis. Merci Milder. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites et qui ont été dites par les prédécesseurs. Je pense qu'on se rejoint un petit peu dans les défis par rapport à cet enjeu-là. Moi, ce que je ramènerai de s'approprier cet enjeu important. Je pense par exemple, comme je disais tout à l'heure, à des petites organisations. Donc, il faut que ces organisations puissent aussi avoir accès à cette information, à cette formation, à cette vulgarisation pour qu'ils puissent en fait s'approprier cet enjeu-là et pouvoir imprégner leurs activités, pouvoir l'intégrer dans leur approche, dans leur pratique. Je pense que c'est une évolution importante qui doit être communiquée, qui doit être vulgarisée par rapport aux organisations. Je pense qu'évidemment, il y a un cap à franchir, comme je disais tout à l'heure, surtout pour les organisations qui n'ont pas nécessairement beaucoup de moyens et qui peuvent voir cet enjeu-là comme étant une contrainte par rapport à leurs activités, etc. Donc, je donne l'exemple d'un entrepreneur, un micro-entrepreneur à travers Autonome qui a un projet, qui présente un plan d'affaires et puis on commence à lui dire est-ce qu'il fallait considérer ça, considérer là. Il ne faut pas trouver une façon pour que ce ne soit pas vu comme une contrainte, mais plus comme une valeur ajoutée par rapport à son projet. Donc, ça, c'est un élément qui est pour moi très important. Il y a aussi la question de l'impact. Comment on s'approprie l'impact, comment on mesure l'impact, tout ça. Ça, ce n'est pas quelque chose qui est généralisé. Moi, ça fait quasiment 25 ans que je travaille dans l'environnement communautaire et social au Québec. Les outils ne sont pas partagés, ne se sont pas compris, ne se sont pas utilisés. Donc, c'est des éléments importants. Et l'autre chose, c'est que évidemment. Donc, c'est important et ça rejoint, je ne sais pas si c'est Mohamed qui parlait de la question des bailleurs de fonds et tout ça. Là. Donc, il faut aussi que ça vienne de là également, de permettre aux organisations d'innover, d'explorer de nouvelles pistes, etc. Il faut que toute la chaîne partenariale s'approprie de cette valeur-là et puis qu'on se l'approprie tous ensemble. Pour moi, c'est un élément important. Donc l'innovation est indispensable parce qu'en fait, on assiste à une gestion de changement, en fait. Parce qu'on veut faire du changement, on veut faire de nouvelles façons de faire, on veut avoir une nouvelle vision de développement futur de la planète, etc. Donc, on veut aussi rompre progressivement, c'est pour ça qu'on parle de transition, on veut rompre avec des pratiques anciennes et tout ça là. Donc, cette transition-là, évidemment, ça prend beaucoup d'accompagnement, beaucoup d'appropriation des concepts, de sensibilisation. Puis aussi, ça prend des moyens. Et pour ça, que tous les partenaires qui sont impliqués au niveau financier, évidemment, qu'ils puissent se partager aussi cette vision-là et qui permettent aux acteurs du milieu, des acteurs du terrain aussi, de faire cette évolution-là avec les moyens nécessaires.
Merci Ahmed. Aujourd'hui, la rencontre, c'était mettre la table, c'était un dialogue entre les différents réseaux. Peut-être en guise de conclusion, chacun d'entre vous, si on en avait à mettre une action, une stratégie à mettre de l'avant, que ce soit au niveau des gouvernements ou des entreprises, pour aller dans la direction de transition écologique, ça serait lesquelles la priorité? Je sais que Eva, tu as mentionné quelques-unes, les labels, des CD, faire des guides de bonnes pratiques, mais si on avait une action, une stratégie auprès des gouvernements ou des groupes, ou dans votre réseau, on va faire un tour de table, puis là, on va conclure. Quel serait-il? Alors, Eve, veux-tu commencer là-dessus si tu avais une stratégie à mettre de l'avant, une action? Ce serait les... Une seule. Non, je vais répéter un peu ce qui a été dit. En fait, on se parle entre organisations initiées bien souvent. On est tous d'accord et toutes d'accord. On se comprend, c'est facile. Mais ce qui réellement pèserait dans la balance, c'est que l'ensemble de la société se joigne à nous, des sociétaires, collaborateurs, en passant par les consommateurs, en passant par les travailleurs. Et en fait, il faudrait que ça, pour que ça pèse réellement dans la balance et qu'on voit nos impacts et le potentiel de nos impacts, il faudrait voilà, fédérer toutes ces personnes. Et à l'échelle politique aussi, beaucoup de gouvernements négligent les effets du changement climatique. On connaît la position de Bolsonaro, par exemple, au Brésil, qui pour le coup, c'est une manigance, l'agenda 2030 et les effets du changement climatique. Mais le risque climatique, en fait, il n'est pas modélisable. On peut pas se dire non, on va aller vers le mieux. Tous les rapports montrent et les études montrent que en fait, si on n'agit pas maintenant, les conséquences seront gravissimes. Et en fait, il faut changer de logiciel dès maintenant. Et ce qui va dans notre sens, c'est qu'il y a des moyens publics qui sont mis à disposition. Par exemple, je sais que le budget de l'Union européenne pour opérer la transition énergétique a largement augmenté. Mais il faut aller chercher cette volonté politique et il faut leur dire que dans le secteur de l'économie sociale et solidaire, qui gagne du terrain, on a des solutions, on a des options et on a surtout des alternatives à un modèle de production, de consommation d'énergie fossile et d'appauvrissement du territoire. Et il faut trouver les moyens de s'imposer. En fait, tu dis, il y en a deux. Une, c'est la communication, puis l'autre, c'est le plaidoyer. Exactement. Merci. Mohamed, brièvement, s'il y en a une action ou une stratégie à mettre de l'avant? Oui, de l'avant? Oui, je pense que c'est ce que Eva vient de dire. Hein. C'est le plaidoyer. C'est le plaidoyer au niveau de nos gouvernants pour qu'ils puissent également prendre conscience et mener des actions dans le sens de la transition écologique et sociale. Parce que nous, notre voix ne porte pas très haut. On fait cette réunion ici, ça s'arrête là. Nous avons de belles idées, mais s'il n'y a pas des actions concrètes derrière, il faut que les gouvernants aussi se saisissent de la question et prennent conscience de l'urgence, que l'heure n'est plus on n'a plus du temps à perdre, mais il faut passer aux grandes actions. Donc, c'est les actions ou s'il y a quelque chose à faire, c'est le plaidoyer. C'est le plaidoyer. Et après le plaidoyer, accompagner ce plaidoyer des financements que les États aussi mettent à disposition, les ressources nécessaires afin de pouvoir implémenter ce changement de paradigme qui s'impose aujourd'hui à nous et ça s'impose à nous tous et à tout le monde entier. Merci. Merci, Mohamed. Ahmed,
Outre les plaidoyers, la communication et les ressources, est-ce qu'il y a d'autres choses? En fait, je pense que ça rejoint un peu ce qui a été dit. Donc, la prise de conscience est très importante. Et puis, la prise de conscience globale, parce que l'enjeu est un enjeu global. Il faut que ça change partout. Sinon, ça n'a pas d'impact. Donc, et c'est pour ça que moi, je pense que le gouvernement, sensibiliser les décideurs du gouvernement, c'est une chose, c'est vrai. Mais aussi, il faut sensibiliser tout le monde, notamment la population, parce que bien souvent, le gouvernement, ils vont suivre aussi la population. Donc, quand il y a des tendances de la population, ça va être reflété dans les programmes gouvernementaux, etc. Donc, il y a une communication, un plaidoyer à faire vis-à-vis des décideurs, mais il y a aussi un travail d'action à faire au niveau de la population en général. Nous, en tout cas, par rapport à une action concrète, précise et tout ça, au niveau des réseaux, on va faire une rencontre qui va porter spécialement sur la transition, cette transition-là. C'est la première fois qu'on va faire ça, puis ça va être déjà un premier pas. C'est bon. Merci beaucoup, Ahmed. Jason, puis brièvement après ça, Pauline. Jason est là, je pense qu'il a disparu. Pauline? Je pense que Jason est parti, effectivement. Je ne répéterai pas tout ce qui a été dit là. Peut-être je peux même résumer dans le fond ce qui a été dit. Donc, il faut que l'ensemble de la société se joigne au réseau pour pouvoir avancer. Aussi, au niveau plaidoyer au niveau des gouvernements, qu'il y ait une prise de conscience globale à ce niveau-là. Donc, c'est pas mal ça qui a été dit. Mais Jason, je pense qu'il est revenu. Oui, mais Jason, les mots de la fin pour toi au niveau de les stratégies ou actions, outre les communications, les plaidoyers, puis, comme disait Mohamed, les ressources ou les moyens à avoir. Jason? Juste deux mots rapides. Je pense d'un côté renforcer notre alliance et donc continuer ces dialogues de plus en plus et donc notre voix plurielle mais commune vers le monde de la politique à tous les niveaux. Vraiment, et il faut agir à tous les niveaux et c'est la chose plus difficile. Donc, des Nations Unies à les petites communes du village rural. Et l'autre chose, je pense, aujourd'hui, utiliser un langage plus accessible, plus compréhensible. On est devenu un peu trop technicien, on utilise beaucoup de termes spécifiques, etc. Et on doit repopulariser, je pense, notre langage. Ça, c'est un autre aspect. Et l'aspect final, mais maintenant, avec les plans de reconstruction post-Covid ou pendant Covid, post-Covid, il y aura beaucoup d'argent disponible avec les titres de transition écologique, mais il y a pas mal d'efforts. Il faut vraiment être attentif et regarder bien où on va pour ne... Je pense qu'on vient de reperdre Jason. Oui, ça a été très clair que le renforcement des alliances, je pense que je viens de capter. Et puis, au niveau communicationnel, au niveau du langage, utiliser des langages beaucoup plus appropriés. Le temps nous a échappé aujourd'hui, c'était faire un dialogue, se connaître, reconnaître. Ahmed disait au tout début que c'est tout un chantier. Oui, effectivement, c'est tout un chantier. Puis Eva disait, oui, on est entre nous, on se comprend, on se reconnaît. Mais je pense qu'aujourd'hui, c'était juste dire où on est rendu chacun des réseaux. Pour ne pas être mal poli plus que je le suis déjà, Jason, je te laisse le mot de la fin parce que c'est toi qui as été comme à chaque fois coupé. Puis sur ça, je vais vous remercier tout le monde. Vas-y, Jason. Mais non, mais je veux simplement vous remercier et dire bon, ces occasions sont importantes pour
aussi dans cette direction. Oui, c'est très difficile, Jason. Ça a été très bien quand tu parlais tantôt, mais là, encore une fois, on te perd à chaque fois. Donc, on va rester en contact. Je sais qu'Eva a d'autres activités. Inès, il a des activités d'ailleurs au mois de décembre, je pense, sur l'économie circulaire. Au Québec, il y aurait quelque chose sur la transition écologique, puis réseau micro-entreprendre. Mohamed, en Afrique, il en a tout un projet de transfert de connaissances, de développement de nouveaux produits. Donc, je pense qu'on travaille tous et toutes dans cette direction. Ce qu'on a besoin, peut-être, c'est d'une part communiquer davantage, faire un plaidoyer, mais surtout se mettre à niveau puis travailler de façon conjointe. Sur ça, je vous remercie beaucoup. On est dans plusieurs fuseaux horaires en Afrique, en Amérique latine, ici au Québec, puis au Séoul aussi, le monde du Séoul. Alors, en France aussi. Alors, je vous dis merci beaucoup, puis à très prochainement. Merci, à bientôt. Merci beaucoup. Merci, bye bye. Wow, plaisir. Merci. À bientôt. Merci. Bye bye. Merci. Pauline, nous on se rencontre sur l'autre ligne. Oui, tout à fait. Merci. Benjamin. Benjamin? Oui. Donc, oui, on donne pour conclure. Non, pas du tout. Non, je remercie juste les intervenants et Milder, merci beaucoup pour la modération très dynamique. Dommage pour les petits soucis techniques, mais je pense que ça n'a pas trop empêché les discussions. Ça fait partie de notre réalité maintenant. De la nouvelle réalité. Voilà. Alors, merci beaucoup, Benjamin. Moi, je dois être cet après-midi hors du Québec dans un autre atelier sur le cas finance. Ça va être plus à large, je pense, puis en espagnol. Donc, merci beaucoup, Benjamin. À très bientôt. Puis mes salutations à toute l'équipe de JCF, notamment Laurence. Tu donneras mes salutations spéciales.